Avant toute chose, Vladimir Jankélévitch, je voudrais vous demander de dire un mot sur chacun des trois invités, des trois amis que vous avez tenu expressément à réunir autour de vous cet après-midi. En effet, j'ai tenu à les avoir auprès de moi. D'abord parce que j'ai avec eux tous des liens d'amitié. Ensuite parce que ils n'ont pas participé, il se trouve que pour des raisons un peu accidentelles, ils n'ont pas participé à ce livre que d'autres élèves, d'autres étudiants m'ont offert. Et je suis donc heureux d'avoir ce rapport avec eux. Ce que je les présente un par un. Éric Binet fait une thèse avec moi sur Kierkegaard, qui s'est beaucoup occupé de l'humour, et nous avons eu des conversations à ce sujet. Jean-Joël Barbier est un de mes amis assez anciens, nous avons fait de la musique ensemble, nous avons fait des émissions sur Satie, dans le temps d'ailleurs, je crois bien. Et puis Jean-Joël Barbier n'est pas seulement un excellent pianiste et un grand défenseur de la musique française, un grand connaisseur de Satie et de Déodat Sévrac, c'est également un poète, un écrivain et un essayiste, quelqu'un qui pense la musique, qui pense ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il a une opinion sur des choses qu'il joue, ce qui n'est pas tellement fréquent. Quant à Violette Morin, je ne sais pas comment je peux en parler, c'est un autre moi-même, je la connais depuis si longtemps. Nous nous sommes connus dans des circonstances tragiques, sous l'occupation, pendant la guerre, la résistance, la clandestinité, et par conséquent j'ai avec elle des liens affectueux, profonds, et j'ai pour elle une grande admiration. Depuis son mémoire de diplôme qu'elle n'a pas fait avec moi jusqu'à maintenant, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui compte, certainement, comme les autres. Eh bien, 1 heure avec vous, ça va être bien court, ça va bien vite passer, parce que vous avez quand même, je crois, tellement de choses à dire. Bon, on va essayer de limiter, si vous voulez, de chercher un sujet. J'ai pensé à l'humour, parce que il y a des mots qui apparemment ne vont pas très bien ensemble, philosophie et humour, musique et humour, et vous êtes un philosophe, vous êtes un musicien, et vous êtes aussi un humoriste à votre façon, évidemment. Est-ce qu'on peut accoler ces mots, philosophie, musique, humour? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux poser le problème, et le poser avec sincérité et franchise, au risque de dévaloriser notre entretien, et de risquer que cet entretien perde toute raison d'être. D'abord, la philosophie, en principe, n'a pas de rapport avec l'humour, et d'autre part, la musique non plus, et puis enfin, moi non plus. Parce que, en réalité, je suis pas du tout un humoriste. Je sais pas pourquoi on m'a fait cette réputation. Je suis pas un humoriste. Je déteste le jeu, d'ailleurs. Je sais pas si c'est un signe, si ça a des rapports. Nous avons fait un séminaire sur le jeu il y a quelques années. J'étais pas du tout à la hauteur. Il fallait une culture en sciences humaines que je n'avais pas. Et ce séminaire, de mon point de vue, à moi, était désastreux. J'avais rien à dire sur le jeu. Et surtout, je joue à rien. Même pas au domino. Je déteste les jeux. Et donc, c'est une marque d'une absence de frivolité, probablement. Je crois que, en fait, tu es un philosophe de l'ironie, mais tu as un tempérament d'humoriste. Tu ne veux pas savoir si j'aime les jeux ou pas, je les aime, je dis que je ne les aime pas. Ce que tu pourrais répondre, c'est que ça ne prouve pas que je ne suis pas un humoriste, que humour et jeu ne se recouvrent pas l'un l'autre, n'est-ce pas? L'humour est autre chose que le jeu, et le jeu est sans humour. Il n'y a qu'à regarder les joueurs de bridge, par exemple, pour voir s'ils ont du humour. C'est rien de plus sérieux que les joueurs. Oui. Apparemment, tout au moins. Déjà, Aristote le disait, n'est-ce pas? Spoulenzein, être sérieux, c'est le propre du jeu. Le jeu est sérieux. Donc, tout ça est un peu en porte-à-faux. Et puis enfin, la musique elle-même, je pense que la musique n'a pas de rapport avec l'humour. Alors, comment va-t-on s'occuper de musique maintenant, après ce que je viens de dire? Mais comme c'est l'avis de Jean-Joël Barbier, moi je pense que la musique, alors c'est le thème que je vous propose comme point de départ, puisque on réunit tout ça à cause de ma présence, l'humour, la musique, et puis moi-même. La musique, elle dit ce qu'elle dit, elle chante ce qu'elle chante, elle joue ce qu'elle joue, mais elle n'a pas d'arrière-pensée. Or, l'humour, c'est une arrière-pensée, n'est-ce pas? L'humour repose sur l'arrière-pensée, s'il n'y a pas l'arrière-pensée. Oui, non, l'humour, c'est un jeu de mots qui n'est pas joueur, qui est sérieux, mais qui consiste tout de même à superposer, à faire percuter deux sens ensemble, l'humour. Alors en effet, la musique étant linéaire, enfin, et chronique, elle ne peut pas revenir sur elle-même comme le fait l'humour, elle ne peut pas jouer sur les signes sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas un prélude flasque de Satie, n'est pas une musique flasque. Mais attention, la musique est linéaire, la musique n'est pas linéaire, la musique est aussi polyphonique, et justement avec les voix multiples qui courent ensemble, et qui se contrepointent l'une avec l'autre, toutes sortes de possibilités sont offertes aux arrière-pensées. Ça s'appelle l'harmonie. Dans l'épaisseur de l'harmonie. Ça s'appelle l'harmonie, et pas la
cacophonie. Non, mais à ce point de vue-là, c'est une réponse qui veut dire le contraire. Dans Péléas et Mélisande, il y a des thèmes qui reparaissent dans la masse harmonique, invisiblement, et qui sont tragiques. Le thème de Godot dans les notes graves, par exemple. Mais il n'y a pas d'humour. Moi, je pense, et c'est pour ça que je crois que Satie est un des seuls exemples excellents. Moi, je pense que l'humour, c'est tout simplement un déplacement du sérieux. C'est le sérieux qui n'est plus en circonstance. C'est le sérieux dans un contexte qui n'est pas le sien. Par exemple, il y aura humour, la musique par elle-même, ça, bien sûr, il n'y a pas deux sortes de musique, il y a la musique, c'est tout. Elle n'est pas humoristique. Elle peut être comique, elle peut être sarcastique, ça c'est autre chose, mais c'est pas l'humour. L'humour, pour qu'il y ait humour, il faut qu'il y ait déplacement du sérieux, et à mon avis, doublé d'une certaine pudeur. Écoutez... Une pudeur qui fait qu'on ne veut pas avoir l'air d'être pris au sérieux. Mais le sérieux y est quand même. C'est vrai que l'humour est aussi ce que vous dites, mais je crois que l'humour est quand même autre chose, car ce que vous dites, je pourrais le dire de l'ironie, je pourrais le dire de la parodie. Or, dans l'humour, il y a des choses très précises. Je vais prendre un exemple de M. Jankélévitch lui-même. Il a provoqué, il y a quelques décennies, chez moi, un des fous rires les plus extraordinaires de ma vie. Sinon, le plus extraordinaire de ma vie. Involontairement, alors je l'ai fait. Tu l'as fait très volontairement, et à ce titre-là, je dis que tu as un comportement, un tempérament d'humoriste. Nous marchions dans la rue, nous sortions d'un cours, il était mon professeur, je l'accompagne quelques pas, nous devisions lentement, il avait le sérieux du professeur et moi l'attention respectueuse de l'élève, et nous passons devant un magasin où il y avait une publicité de vie d'ordures. Sur cette publicité, il y avait le dessin d'un appareil de vie d'ordures avec des tas de boutons, et il y avait inscrit dessous en gros, si vous appuyez sur le bouton, vos ordures disparaissent immédiatement. Vladimir Jankélévitch regarde, réfléchit, se retourne vers moi et avec le sérieux d'un professeur, il ajoute « Si vous appuyez sur l'autre, elles reviennent immédiatement ». Voilà ce que j'appelle un trait humoristique. C'est en sens que la musique peut éventuellement être humoristique dans son contexte. C'est-à-dire que voilà. Moi je prends souvent des fous rires énormes en regardant à la télévision des orchestres parce qu'il y a toujours l'un des interprètes qui semble légèrement déplacé par rapport à la polyphonie ou par rapport à l'harmonie ou par rapport au projet du musicien. Voilà, absolument. C'est un prélude flasque, s'il est joué avec énergie, peut en effet, par rapport à son titre, provoquer un trait comique. C'est-à-dire, Satie est un comique dans l'interstice qui sépare son titre de sa musique. Ah non, c'est pas c'est un humoriste quand même. Ah, mais c'est pas la même chose, l'humour et le comique, c'est tout à fait différent. En ce sens, moi je dirais volontiers que la différence, c'est que le comique est fait pour être vu, pour se voir, et que l'humour ne doit pas se voir. C'est que, au fond, Ricardo Vignès, en parlant de l'interprétation des pièces de Satie, il disait déjà, tout au moins des pièces dans lesquelles il y a des citations. Et il disait, ça venait certainement de Satie, il disait, il faut jouer sans en avoir l'air de s'en apercevoir. Il faut surtout pas insister sur la citation, il faut faire comme si on ne s'en apercevait pas. Et je crois que ça, c'est le véritable humour. Ah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, il faut qu'on s'en aperçoive. Si ça se voit, c'est comique. Ah ben, il faut qu'il soit comique, sinon l'humour, c'est pas la peine d'en faire s'il fait pas rire. Seulement, on rit jaune, on rit noir, on rit vert, on rit rose, mais il faut sourire, sinon alors c'est... De toute façon, je crois que l'exemple de Satie peut induire en erreur, parce que chez Satie, les textes qui figurent entre les portées ont imbibé, ont déteint sur la musique, oui. Pas si bien qu'on attribue à la musique ce qui vient du texte. S'il n'y avait pas ces textes saugrenus, ne faites pas de bruit en mangeant, trop cuit, trop cru, etc. Personne n'aurait envie de rire en écoutant les danses de travers, les gnossiennes, et par exemple les danses de travers qui sont souvent très très charmantes, très flexibles, presque foréennes, tout à fait sérieuses. Oui, mais quand on lit dessous des remarques saugrenues qui sont celles d'un parasite invité à la table d'un grand-duc, alors on rit, mais la musique n'y est absolument pour rien. Donc si vous deviez deviner que c'est humoristique rien que par la musique, vous vous tromperiez gravement. Absolument. On peut faire comme ça beaucoup de devinettes. Je joue quelque chose qui est en fait une humoristique, mais comment ça ne sera humoristique pour vous que si vous le savez déjà. C'est donc un délire d'interprétation qui fait que vous savez déjà que c'est humoristique. Autrement, je dirais ça même de la parodie. Par exemple, si il y a dans ce que j'écris une strophe de l'hymne national de la Marseillaise, ça fera sourire tout le monde parce que tout le monde en France connaît la Marseillaise. Mais si c'est l'hymne du Kenya, par exemple, ou de la Zambie, que vous ne connaissez pas, moi non plus, qui rira.
personne n'aura envie de rire parce que personne ne le reconnaîtra. Donc l'humour, comme la parodie, comme tout le reste d'ailleurs, suppose une pensée qui associe, qui a des souvenirs, qui est issue d'un certain milieu culturel, social, et qui comprend, qui interprète. Or, la musique, elle est innocente, quelle qu'elle soit. Alors, ceci dit, vous direz, il y a quelques symptômes objectifs de l'humour. On peut les citer, comme du comique d'ailleurs, mais ils peuvent être aussi bien le contraire. Par exemple, premièrement, les staccato au piano, les pizzicato au violon. Alors, il est convenu que ça annonce quelquefois l'humour, mais ça peut aussi bien annoncer le tragique, par exemple une danse macabre. La danse macabre, le Méphistophélès de Liszt, la troisième partie de la fausse symphonie, est tout entier en pizzicato. Or, ça n'a rien d'humoristique, c'est au contraire satanique. Un scherzo satanique, il y en a chez Scriabine, un scherzo satanique use des notes piquées, et on pourrait dire que parce que des notes piquées ne tiennent pas le son, et par conséquent elles sont légères, mais quelquefois elles sont un ricanement, le ricanement du diable. Le ricanement sardonique. Et de la même manière pour les notes graves, n'est-ce pas? Les notes graves ont quelquefois ce privilège. Dans la bourla, par exemple, un scherzo burlesque, une burlesque, comme chez Prokofiev, par exemple. Mais à condition que vous ayez déjà des intentions humoristiques. Ça peut aussi être satanique et tragique. Donc, a priori, tous les symptômes objectifs que vous pouvez citer, les notes piquées, staccato ou pizzicato, les notes graves, ne sont en soi ni comiques ni tragiques, ni humoristique ni le contraire, elles sont ce que la conscience associative les fait, ce que la tradition occidentale les fait. La musique japonaise est faite de petites notes dans l'aigu qui pourraient aussi bien être comiques pour nous, et qui font pas rire les Japonais, et les Japonais pourraient pas rire de notre humour à nous, n'est-ce pas? Et ainsi du reste. La musique est innocente. La musique dit ce qu'elle dit, il n'y a pas à en sortir, et par conséquent, elle n'a que les fonctions que nous lui attribuons, parce que nous savons déjà quelque chose à son sujet. Mais non, et puis il faut un sens pour faire de l'humour comme pour faire du comique. Il faut pour faire de l'humour, il faut un pivot sur lequel on tourne pour changer de sens. Vous disiez se déplacer. On ne se déplace pas dans le vide. Il faut un pivot de sens. Il faut pour dire que il faut que le chien joue aux échecs pour qu'on dise non, il joue pas si bien que ça puisqu'il a perdu. Il faut un signe. Il faut un signe palpable. La musique n'est pas, c'est un son. C'est comme vouloir faire de l'humour. Dieu, on ne peut pas faire de l'humour avec Dieu. On peut faire de l'humour avec les saints, avec les anges, mais avec Dieu. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Il n'aura jamais de non-sens, Dieu, puisqu'il n'a pas de sens, par définition. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous, mais nous ne pouvons pas faire... Nous ne pouvons pas faire du non-sens, the nonsense, sur l'absence de sens. Je voudrais revenir sur l'absence de sens. Sur ce que tu as dit sur les ordures et sur l'impossibilité, n'est-ce pas? Ce qui est prêt à humour, c'est ce qui est impossible. Or, la chose impossible, entre toutes les choses impossibles, c'est l'irréversible. N'est-ce pas? Le temps est irréversible, il marche dans un seul sens. Il marche dans un seul sens. Et alors, l'idée qu'il puisse revenir en arrière, ou bien elle est un miracle, alors c'est donc de l'ordre de la religion. Par exemple, rajeunir, je m'aperçois que tous les jours, j'ai une ride de moins, un cheveu blanc de moins, que je suis devenu tout brun sans me teindre, et que j'ai l'air de remonter le temps en arrière. Ça n'est pas humoristique, parce que c'est un miracle, n'est-ce pas? Donc, il y a deux façons de contrer l'irréversible, qui est la loi absolument des reins, n'est-ce pas? L'impossible entre tous les impossibles. Le premier est le miracle, la thaumaturgie, ou le miracle. Le deuxième, c'est l'humour, n'est-ce pas? Une chose qui revient en arrière. Mais remarque que ça ressemble un petit peu à ce que Bergson dit du comique, du mécanique plaqué sur du vital. Oui. Parce que le réversible, qu'est-ce que c'est? C'est un système spatial, dans l'espace, qui fonctionne dans les deux sens. Oui, mais Bergson n'a pas été jusqu'au bout, parce que du comique plaqué sur du vivant placé sur du comique, ça peut aussi faire de l'ironie, ça peut aussi faire de la parodie. Il faut penser à un manteau irréversible. Un manteau irréversible, tu le mets à l'envers. L'humour, je trouve que c'est un manteau irréversible que vous mettez à l'envers. Il est parfaitement adapté à vous. Vous y êtes bien, il est parfaitement bien. Mais il n'est pas du tout bien. C'est-à-dire, comment se fait-il que ce manteau dans lequel je suis bien, qui est à ma pointure, est par excellence pas du tout bien? Il est à l'envers. Eh bien, l'humour, ça, je rattrape un peu ce que vous disiez, car vous disiez on ne le voit pas, mais il faut que ça soit vu, car en fait, si je mets mon manteau à l'envers, tout le monde dans la rue va rire. Et cependant, il va bien.
Oui, mais c'est là que... Il va bien, il va pas bien. C'est ça, l'humour. Oui. Et on ne peut pas l'appeler de l'ironie. Attends, tu sacrifies beaucoup de nuances. Parce que mettre son manteau à l'envers, c'est tout simplement comique. Ça fait rire, n'est-ce pas? Et c'est simplement comique. C'est une clownerie. Les clowns font ça. Les clowns mettent leur chapeau à l'envers, n'est-ce pas? Oui, C'est pas de l'humour. C'est la clownerie et le comique élémentaire. Le comble de l'humour, pour moi, la forme la plus délicate de l'humour, de l'esprit français spirituel, qui n'existe que dans ce pays, c'est de Flarcé-Caillavé. Alors, un enfant ne rit pas du roi de Flarcé-Caillavé, ni de la Bivère, mais nous rions de la Bivère parce qu'on sait bien des choses sur l'Académie française, etc. Tandis que les clowns, ça... Oui, mais je t'arrête. C'est le comique à la puissance 2. C'est le comique à la puissance 2. Donc, tu peux avoir un comique. C'est pour cela, d'ailleurs, que tant d'humoristes sont des incompris. Tu comprends? La même chose, le condamné à mort qui monte sur l'échafaud. Bon, imaginez que lui-même dise, voilà un lundi matin. Il est condamné un lundi matin. Voilà une semaine qui commence bien, dit-il en montant sur l'échafaud. Il s'engage tout entier avec sa propre mort, il la rebrousse en arrière. Voilà une semaine qui commence bien précisément parce qu'elle commence pas bien, comme le manteau irréversible, il fait de l'humour. Mais imaginez que ce soit son bourreau, qui lui dise en riant, tiens, voilà pour vous une semaine qui commence bien. Le bourreau fait de l'ironie. Le bourreau est méchant. Le bourreau ne fait pas d'humour. Oui, parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Non, dans l'humour, il faut s'engager. Et c'est tout différent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de signe humoristique. Il y a des états de choc, je crois. Il y a des signes ironiques qui peuvent en effet, à partir du moment où ils sont repris par la personne, devenir humoristiques. Mais on parlait tout à l'heure de manteau ou de situation irréversible. Même à propos du temps, il est peut-être possible que, instantanément, c'est ça peut-être la légèreté de l'humour, dans une brèche vraiment très, très fragile, quelque chose qui serait grave devient soudain source d'humour. Il me semble qu'il n'y a pas de situation qui puisse échapper à cette reprise par la conscience, sous la forme humoristique, même de l'irréversible, parce que soudain ça coupe justement cette espèce de soit de banalité, soit de flux, soit de tragédie du temps, et que ça soit repris comme un éveil ou comme un retour à, je ne sais pas, à une enfance, pourquoi pas, un retour à une jeunesse du cœur qui. En vous écoutant, je pensais à certains signes de ralenti dans un débit audiovisuel. Oui. Tout d'un coup, un ralenti. Oui. Le temps s'arrête subtilement, le geste se ralentit et il devient subtilement comique. Et c'est peut-être ce que vous voulez dire. Oui, ça c'est un exemple visuel. Où le temps n'a plus s'aligner. C'est évidemment fictif peut-être aux yeux de la conscience philosophique, mais en même temps c'est une réflexion qui éveille bien entendu d'abord dans la personne, mais auprès aussi de ceux qui sont autour et qui le comprennent, un état de subversion du temps, je ne sais pas comment dire. Oui, quand je dis que Vladimir Jankélévitch a un tempérament d'humoriste, c'est que je crois qu'il est dans sa logique d'ironiste, qui est une logique sérieuse, qui est une logique de l'échancrement dans le sens, comme toute ironie, c'est-à-dire savoir dire le faux pour savoir le vrai, inversement, prêcher un sens pour découvrir l'autre. Vladimir est toujours dans l'entre-deux, de deux vérités ou de deux mensonges. Il serait peut-être temps d'expliquer pourquoi, par une aberration singulière, pas singulière et très explicable finalement, j'ai étudié non pas l'humour, qui était beaucoup le plus intéressant, le plus difficile à étudier, mais l'ironie, qui était beaucoup plus facile. Et je l'ai étudié pour des raisons tout à fait extérieures. C'est parce qu'à cette époque-là, j'étais très friand des romantiques allemands. Depuis, je les ai abandonnés, je les ai reniés, je ne m'occupe plus d'eux. Mais à cette époque-là, je m'intéressais aux romantiques allemands qui parlent volontiers de l'ironie. Du reste, le mot, chez eux, a un sens qui n'a pas tout à fait chez nous. Mais l'ironie est plus palpable. Mais l'ironie n'est pas plus facile à étudier. Si, elle est beaucoup plus facile parce qu'elle est didactique. Elle est pontifiante même. Il n'y aurait pas d'humour pensable. Elle a une thèse, elle a un référentiel, n'est-ce pas? Non, mais l'ironie aussi. L'ironie aussi, il y aurait pas, on ne penserait plus à l'humour comme on y pense s'il n'y avait pas l'ironie avant. Enfin, je crois que là, l'ironie aussi, c'est l'ironie qui est didactique, n'est-ce pas? Oui, l'ironie est didactique, oui. Mais là, l'humour aussi. Il enseigne. Ah, ben la leçon, mais si tu n'avais pas, s'il n'y avait pas les livres de Jankélévitch sur l'ironie, je pense qu'aujourd'hui, l'humour ne tenterait pas
ne tenterait pas la logique comme il le fait actuellement. Je crois que il y a là une brèche ouverte qui est propice à la réflexion sur l'humour, simplement parce que dans l'ironie, il y a cette préparation à l'humour. Vladimir Jankélévitch est quelqu'un qui... l'ironie, l'humour, c'est le contraire de l'arrivisme, aux deux sens du terme. Vouloir arriver et être arrivé. La philosophie de Jankélévitch n'est jamais dans l'arrivisme. C'est-à-dire il le dit lui-même, il l'a dit dans le livre, il l'a dit dans ses interviews. Tu dis la philosophie ne mène à rien. Elle ne veut rien dire. Si elle voulait dire quelque chose, elle ne serait pas. Tu cherches. Tu cherches et tu n'as jamais dit de ta vie, j'ai trouvé. Semblant de chercher. J'ai trouvé. Tu n'as jamais dit de ta vie, j'ai trouvé, et ça ne te ressemblerait pas. Donc, dans cette quête, il y a une espèce d'angoisse. D'ailleurs, tu es aussi le philosophe de la mort, et il n'y a pas d'humour sans idée de mort. L'humour t'enveloppe, mais tu ne peux pas en faire ta réflexion, car tu es un métaphysicien, et que l'humour, ça n'est pas c'est l'ironie qui est sérieuse, parce que c'est l'ironie qui pense. L'humour, c'est quand même une pirouette, ce n'est pas une réflexion. Oui, mais il y a quelque chose comme une pirouette dans certains propos de Vladimir Jankélévitch, dans la mesure où, après avoir fait un effort considérable pour dire, voire même entrer dans les subtilités les plus nuancées du discours et de l'utilisation grecque, allemande ou française du langage, eh bien, au dernier moment, eh bien, le lecteur reste sur sa faim. Il est relancé justement vers je ne sais pas si c'est l'impalpable, l'infini, ce rien qui était attendu, qui était pressenti, mais qui maintenant est plus goûté à la fin du discours. Parce qu'il a fallu tout ce parcours. Pour arriver au je ne sais quoi, sur lequel peut mordre l'humour. Mais c'est là que l'ironie devient source d'humour. L'ironie, alors, à ce moment-là, permet, je ne sais pas, de sortir allégé. On vit un peu moins mal. Oui, c'est sûr. Mais Vladimir Jankélévitch, d'ailleurs, c'est fort bien de nous aider à vivre un peu moins mal, parce qu'il l'a fait, la pirouette. Il l'a fait par le langage. Il a un langage... il est un de ceux qui ont aujourd'hui le langage le plus agile qu'on puisse lire, d'une agilité. Et d'une agilité parfaitement réfléchie. C'est-à-dire, c'est comme une pirouette. Au bout de la phrase, il retombe sur un je ne sais quoi qui reprend tout à l'envers. Alors c'est un humoresque quand même. Je vous laisse dire avec délice, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à tout ça, simplement que c'est pas vraiment un portrait authentique de moi. Mais enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Tu ne veux pas être un humoriste ? Je voudrais, si vous voulez bien, revenir un tout petit peu à Satie, puisque il y a un piano là tout à côté, que tous les deux, Dieu sait, Jean-Joël Barbier et vous, Vladimir Jankélévitch, vous jouez. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure ? Eh bien, nous l'illustrerons, je crois, par un exemple qui, en lui-même, n'a rien d'humoristique. Et si on faisait une devinette, personne ne pourrait se douter que c'est de Satie, surtout que c'est une époque où il n'était pas tellement, ni toujours humoriste. Il était un peu pas seulement mystificateur, mais un peu mystagogue aussi. Il y a peut-être la fin de... vous pensez à quoi, là ? La fin de cette espèce de gymnopédie, n'est-ce pas, du Fils des Étoiles. C'est une gnossienne, d'ailleurs. Une gnossienne, une gnossienne, au début des morceaux en forme de poire, et qui ne se termine pas, qui se termine par une pirouette aussi, comme un clown qui dit, et puis bonsoir, et en voilà assez, et zut, et même un gros mot, n'est-ce pas ? Zut, ça veut dire zut, finalement, la fin. Oui. Très souvent chez Satie. C'est-à-dire que là, je crois que on ne sait pas, parce que c'est une chose qu'il avait écrite quand même une dizaine d'années avant, pour justement c'est pas un drame, ça s'appelait exactement Pastorale chaldéenne du Sar Péladan, et je parle du manuscrit de Péladan qui n'a pas été publié. Ça s'appelait Pastorale chaldéenne, harmonisée en hippolydien par monsieur Éric Satie. et là, il y a 45 minutes de musique, évidemment avec des tas d'éléments qui se reproduisent, qui sont juxtaposés différemment, comme beaucoup de musique de Satie de cette époque-là. Et là-dedans, de ça, il n'a simplement publié que les trois préludes des trois actes, et il a repris
cette gnossienne qui faisait partie, qui était incorporée à la musique. Alors évidemment, comme elle était incorporée dans une musique qui durait très longtemps, il n'y avait pas elle ne finissait pas, elle continuait. Alors quand il l'a isolée, on peut penser qu'il a voulu mettre une fin, tout simplement, et il a mis un accord. Non, mais dans tout ce que vous dites, n'est-ce pas, l'humour, il est toujours autour, il n'est pas dans la musique. Ah, il est surtout pas dans celle-là. dans tout ce que nous savons autour. Le Sarpé-Ladan, qui était très pontifiant, lui. Oui, il est justement. un humoriste, et qui, tout le monde, il est bien oublié aujourd'hui, mais Satie, il tenait beaucoup à ce Sartre, n'est-ce pas, qui a écrit ben oui, des il a eu beau se choses, brouiller Léonard de avec. Vinci, etc., qui était sérieux comme un pape. Et qui se prenait un qui peu était pour un pape. un pape, Qui oui, veut, un peu un absolument. pontife. Et par conséquent, la théosophie même, n'est-ce pas, les tables tournantes, comment ça s'appelle là, cette société, la société secrète là, les Rose-Croix, les Rosicruciens, les Rose-Croix. Il avait c'est autre repris, chose. c'était une dissidence de la Rose-Croix de Stanislas Et Deguetta. les Rose-Croix n'ont rien d'humoristique également, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est ça. D'autres, ceux Et qui- Satie ne faisait pas d'humour à ce Alors, ceux qui moment-là, pourraient mais- paraître humoristiques dans ces morceaux en forme de poire, d'abord le titre, C'est le titre. probablement il se moquait de quelqu'un, n'est-ce pas? Je pense, on a dit que les études en forme de valse, mais ça pourrait être en Ah non, forme je de crois, n'importe je quoi. crois ça. On a dit ça. Comme la victime aurait été Saint-Saëns, alors on comprendrait bien que on se paye de l'humour au dépend de Saint-Saëns, c'était assez naturel. Ah ben je crois Alors- que la véritable histoire, ça elle m'a été donnée par Jeanne Battery et par pas mal de gens qui ont connu Satie. C'était l'époque où Satie voyait beaucoup Debussy. Et Debussy un jour lui avait dit, je sais plus s'il se disait tu ou s'il se disait vous, lui avait dit tu devrais quand même soigner ta forme, chercher une forme. Puis quelque temps après, Satie est revenu avec ça, il a dit voilà j'ai trouvé une forme. La forme de la poire. La forme de la poire. Alors on peut se demander si la poire n'est pas justement le musicien, Ah oui, moi, on m'a le dit musicien qui s'attelle à la forme. Vous que- voyez, moi, on m'a dit autre chose. On m'a dit que c'était Saint-Saëns, c'était une parodie des morceaux en forme de valse, des études en forme de valse. Mais à ce point de vue-là, tout est valable. Mais de toute façon, c'est pas la musique, ça. Alors, Ça ce n'est pas la musique. qui serait humoristique, Ce qui est c'est intéressant, peut-être. c'est le fait qu'il y a, ça s'appelle 3 morceaux en forme de poire, et qu'en réalité, ils sont 7. Et puis deuxièmement, c'est il rit du développement, il se gausse au dépend du développement. Bien sûr. Il n'y a pas de développement. C'est une introduction suivie d'une redite, et puis Manière de commencement, manière de commencement. Enfin, on ne fait que commencer. Moi, je dis, on n'achève jamais. Lui, il dit, on commence éternellement. Mais on commence éternellement. C'est pas tellement humoristique. Liszt a écrit des préludes, et Chopin aussi. Il y a même un poème symphonique de Liszt qui s'appelle Les Préludes, d'après Lamartine d'ailleurs. D'après Lamartine. Mais Debussy, dont vous niez, je crois qu'il soit humoriste. Ah oui, moi je trouve qu'il est Un quelquefois... peu seul de votre il est avis, d'ailleurs. quelquefois comique, mais c'est pas de l'humour. Parce que quelquefois on voit de l'humour dans des pièces comme des préludes comme Minstrels ou Général Minstrel, Lavigne. oui. Mais au fond, là, c'est simplement une évocation d'une atmosphère. Là, c'est l'atmosphère Oui, du, mais, du musical ou du cirque. Ben oui, mais Minstrel, c'est pas un bon exemple. Il faudrait au moins prendre Mr. Pickwick et Squire. Ah, C'est ça qu'il faudrait Mr. prendre. Pickwick, et oui. puis, et là, c'est là qu'on trouve le God Save the King, d'ailleurs. Oui, Je mais crois que c'est dans une évocation Mr. du Pickwick. personnage de Dickens. Bah, Et il l'évoque comme ça, mais il y a... Non, mais attendez, là, Jean-Joël, vous êtes je n'oserais pas dire mauvaise foi, ça serait vraiment... mais rappelez-vous que Debussy aimait tendrement l'Angleterre. Oui. Son brouillard, Londres, la vie anglaise, ça serait pas donc étonnant qu'il ait été influencé par l'humour anglais et qu'il ait voulu en faire un petit peu quand même. Bien, n'est-ce pas oui, ça c'est très possible. Oui. C'est Et dans le très deuxième cahier des préludes notamment. Et C'est pas très seulement possible. dans Mr. Pickwick, mais enfin, Bon, il y a dans Général le Général Lavigne, Lavigne Général excentrique, et alors qu'il lui est plutôt une gugusserie, quoi, c'est une clownerie, mais le clown, après tout, c'est aussi un peu anglais, les clowns. Alors c'est anglais. Oui. Oui, c'est un peu anglais. Donc il y a un peu d'anglicisme chez lui. Donc on peut pas dire absolument qu'il soit étranger à l'humour. Ouais. Oui, l'opérette peut avoir, mais enfin, il faut du sens. Moi, je ne vois de l'humour que là où il y a un sens. Je ne vois pas. Je ne sais pas comment je retourne. Ceux qui des font une airs. fausse opérette. Il faut Attends, un sens. c'est un bon exemple. Et un- Pas l'opérette. L'opérette est très sérieuse. Mais Les l'opérette- bonnes gens vont à l'opérette pour entendre Oui, mais- Véronique. Véronique, c'est charmant Non, mais d'ailleurs. je vois Il y a des airs qui comme chez s'avance, Forêt. Roi qui s'avance, Ça- tu connais les... Oui, il y a dans des- le Barbe Bleue. non. Oui, Pas mais Barbe Dans la Belle quelqu'un- Hélène, c'est la Dans la Belle Belle Hélène. Hélène. Mais quelqu'un qui fait- Mais la Belle Hélène a un côté humoristique. Non, mais si- constant. supposons que- Mais, Oui, mais c'est le côté, c'est exactement comme Orphée aux Enfers ou ces pièces-là. S'il y a un côté humoristique, c'est parce qu'on connaît, et là tout le monde le connaît, c'est parce qu'on a au moins un certain sens de la mythologie. On sait qu'il s'agit de Dieu, on sait que c'est la mythologie qui est oui, par enfin, derrière c'est et qui est les déformée. paroles qui apportent l'humour. Il c'est faut les savoir des paroles tas de qui apportent choses. l'humour. Il faut le apprécier, savoir. Pour Ah, goûter bah, l'humour. bien Nous sommes sûr. tous d'accord Quelqu'un qui là-dessus. saurait pas qui est C'est- Zeus et qui est la Ça, Belle il faut- Hélène, je sais pas s'il trouverait ça Il tellement faut drôle. une bonne mémoire, une grande culture. Il faut... L'humour, c'est Ça dépend de une l'écoute, ça dépend de l'écoute.
Ah oui, c'est toujours au second degré. Mais par exemple, pour dire que Debussy est humoriste, il faut rappeler qu'il aimait l'Angleterre, ce qu'on n'est pas obligé de savoir, n'est-ce Bien pas sûr. qu'il y allait souvent, qu'il était très... L'humour est une... Il faut un texte et un contexte. Il faut un texte dans un contexte. C'est ça. Un circontexte. Voilà. Un circontexte. Un texte C'est pour ça... C'est le sérieux qui n'est pas dans son contexte, qui n'est pas dans le contexte normal. Lorsque Chimène dit vous osez m'aimer aussi d'à peu près, vous osez m'aimer, vous n'osez mourir, quelque chose comme ça. Bon, c'était tragique quand elle l'a dit. Mais au XXe siècle, quelqu'un, oui, j'ose vous aimer, j'ai pas envie de mourir. On n'a pas envie de mourir parce qu'on aime. On n'est pas voué à la mort parce qu'on est amoureux. Chez Corneille, c'était tragique. Vous osez m'aimer, vous n'osez mourir. Je ne me souviens pas exactement du verbe. Ben oui. Donc cette même phrase, prononcée dans d'autres circonstances, le circontexte devient profondément comique. Vous êtes accablé, j'ai pas dû être convaincante. Et moi, je veux vous traîner au piano. Maintenant. Nous venons de jouer avec Jean-Joël Barbier le prélude l'introduction du prélude de l'avant-propos, etc., du prélude des morceaux à forme de poire, qui sont très poétiques, d'une harmonie très curieuse, et qui n'ont absolument rien de saugrenu, sinon le titre qu'ils portent, la cocasserie du titre, n'est-ce pas? Mais c'est avec les Gnossiennes que Satie commence à accompagner sa musique de textes qui sont des indications. Et ça pourrait passer pour être humoristique aussi, par exemple, c'est là qu'il met comme indication de mouvement ou de caractère très luisant, questionner, porter cela plus loin, sur la langue. Mais et puis le fameux ouvrez la tête. Or, c'est évident que la musique n'a absolument rien
drôle. Mais je crois qu'à cet égard, pour généraliser un peu, on n'a pas rendu un si bon service à Satie en publiant à part ces textes. Parce que le danger, et qui se réalise peu à peu, c'est que finalement l'intérêt se porte de la musique sur les textes eux-mêmes. On croit que tout Satie est dans ces textes. Et comme la musique a elle-même imbibé un petit peu les textes, les a transformés, finalement, on ne s'occupe plus du tout du discours musical, qui n'est pas capable lui-même d'être humoristique, mais on s'occupe des textes dans lesquels on retrouve certains signes de l'humour. Par exemple, questionner tout de même, ouvrez la tête, non, c'est simplement comique. Mais questionner, c'est l'idée de la question, de l'interrogation, est très présente chez Satie. Daphénéo, c'est une musique qu'il a mise, une mélodie qu'il a mise en musique, une poésie, qui est tout en question, en interrogation. C'est la timidité du questionneur, de l'humoriste qui ne détient pas la vérité et qui ne peut que la demander aux autres. Et en regardant les textes attentivement, mais encore une fois, c'est une étude philosophique et psychologique sur l'humour qui perd de vue complètement la musique, qui n'a plus de rapport avec la musique. Par exemple, les formules dont il se sert et qui sont quelquefois des formules authentiquement d'humoristes. C'est ça. Et puis alors, par exemple, je pense à une phrase comme « ne sortez pas ». Bon, c'est drôle parce qu'on pense au fait de sortir d'une maison ou d'une pièce. Mais en réalité, on dit couramment un instrument de sortir au milieu des autres. Oui. Au fond, c'est toujours l'humour sur le fait de jouer sur le sens propre et le sens figuré. Les titres alors, avant-dernière pensée. Alors l'avant-dernière pensée, c'est de la même essence, de la même origine que introduction à l'introduction, avant-propos de l'introduction et ainsi de suite, suivi d'une redite. Ça veut dire que les choses ne commencent pas et qu'elles ne finissent pas. Alors c'est une pensée humoristique si l'on veut, qui habite la musique d'aujourd'hui d'ailleurs, la musique française je veux dire, n'est-ce pas, et peut-être même russe, parce qu'après tout, Boris Godunov, qui est fort sérieux, comme chacun sait, ne commence pas et ne finit pas. Il commence en pleine action, par le couronnement du tsar, et il se termine pas, le vrai Boris, il se termine pas, puisqu'il se termine par la complainte d'un innocent dans la steppe, n'est-ce pas, qui pleure tout seul, assis sur une pierre, en regardant des lueurs d'incendie dans le lointain, à l'horizon. Donc c'est pas une apothéose, comme dans les opéras traditionnels, c'est pas une fin glorieuse du tsar sur son trône, mais c'est la chansonnette de Nikolka, de l'innocent. Pas de commencement, pas de fin. Eh bien, c'est très satiste, cela, n'est-ce pas? Oui. Puis les avant-dernières pensées, il y a aussi une allusion. À l'époque, on connaissait beaucoup plus ça maintenant. Et il y a une pièce de Weber qui s'appelle La dernière pensée. Ah oui, et ça, je pense que peu de personnes y penseront. Il y a certainement ça. Il faut être très calé pour comprendre l'humour. Et alors, en plus de ça, Satie l'a dit, il a dit, il y a des gens qui me l'ont répété, c'était un tournant dans sa vie pour lui. C'était une espèce d'ailleurs, il y a qu'à regarder les dédicaces. Il y a une pièce qui est dédiée à Debussy, l'autre à Paul Lucas et la troisième à Albert Roussel. Et dans son esprit, c'était un tournant. C'était une espèce de... mais c'est l'hommage posthume à Debussy qu'il a écrit. Ah non, c'est pas ça. Un seul être nous reste et tout est dépeuplé. Ah oui, oui. C'est dans le tombeau de Debussy. Dans le tombeau de Debussy. Mais là, il a dit que c'était carrément que c'était un tournant de sa vie, et c'était une espèce d'adieu à ce qu'on a appelé l'impressionnisme musical. Enfin, d'ailleurs, après ça se passe en 1915. Après ça, ce sera justement Daphénéo, les trois mélodies, ce sera Parade, ce sera Socrate, ce sera les Nocturnes. C'est tout à fait autre chose. Avant-dernière, pensez pourquoi avant-dernière? Parce que ce qu'il y a de plus hostile à l'humour, de plus étranger à l'humour, et de plus étranger à Satie, c'est les mots de la fin. C'est de prononcer, de faire venir ses proches, n'est-ce pas, et de dire un mot de la lumière, comme Goethe, comme les grands hommes, n'est-ce pas, dont on recueille les mots précieux, pas, ils sont le dernier mot de la sagesse en même temps. Il n'y a pas de dernier mot, tout mot est l'avant-dernier, n'est-ce pas? C'est un mot banal, et le vrai dernier mot, c'est sacrifier un coq à Esculape. C'est Socrate qui a dit ça n'a pas de sens d'ailleurs, ou tout un sens qu'il faut trouver, mais qui n'a rien de profond. Donc Socrate ne réunit pas ses disciples pour leur dire des choses merveilleuses, il leur dit j'ai oublié de payer la blanchisseuse. C'est ça. N'oubliez pas de payer la note du gaz, que j'ai oublié. Enfin, une chose cocasse, comique, triviale même. C'est ça qui est satiste. C'est le dernier mot de Socrate. Mais ce n'est pas les derniers entretiens de Socrate. Non. Rien n'est dernier. Ouais, c'est ça. Tout est avant-dernier, pénultième. La pénultimité, c'est le régime de l'humour, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est en pleine continuation, on commence pas par le commencement, on termine pas par la fin, on est toujours en route, toujours en chemin. Comme Charlot sur les routes, n'est-ce pas? Sur le plan musical, c'est là on a dit qu'il n'y a pas d'humour en musique. Il y en a peut-être un petit ici, c'est qu'elles sont toutes construites. C'est la seule fois que Satie a fait ça d'ailleurs, parce que chaque fois que Satie faisait quelque chose, il utilisait un autre procédé de composition.
il repartait à zéro chaque fois. On a l'impression que chaque fois c'était le je sais que je ne sais rien. Et là, il utilise dans les 3 pièces un élément immobile, un élément qui ne bouge pas. Mais ça, c'est tellement fréquent, Ah oui, mais c'est qu'il l'utilise alors. Les Gnossiennes sont Ah oui, mais c'est pas le côté. Là, oui, mais là, on a l'impression l'impression que ce n'est pas pour le côté obsession, c'est pour éviter. Il donne l'impression de moduler quand même. En réalité, il ne module pas. Il juxtapose des éléments dans des tons différents, ce qui donne une impression de variété sur un élément Il y a immobile. l'élément obsessionnel notamment dans les sonneries de la Rose-Croix. Ce que je voulais vous dire, c'est que si dans le côté inachevé que vous avez souligné, il y a peut-être des affinités entre la musique que vous aimez et la philosophie que vous vivez. Ah, peut-être, oui, peut-être. C'est peut-être là qu'il faudrait chercher le secret de l'humour, je n'en sais rien. Mais je vous laisse répondre, c'est pas à moi de le dire. Oui, non, mais c'est ce suspens, justement. Souvent, vous insistez sur l'avant-dernier, sur le côté, bien entendu, itinérant de l'existence et de l'expérience humaine. Est-ce que je peux vous faire une confidence à ce sujet? Certes. Personnelle. Oui. Il y a une chose dont j'ai plus horreur que de tout le reste dans la vie, c'est les adieux. J'ai horreur de dire adieu et j'ai horreur de la dernière fois de me séparer. Et on se sépare en fait, la vie est faite de ça, n'est-ce pas? C'est du moment cruel où on se sépare d'une tranche de son existence, de quelqu'un qu'on a aimé, et puis finalement de ses enfants. C'est le plus cruel de tout, n'est-ce pas? Mais jamais pour toujours, heureusement. Mais d'une manière générale, tout ce qui approche de l'adieu, tout ce qui est ultime, tout ce qui est dernière fois et qui par conséquent annonce que la continuation va cesser, qui me met sur le rebord de quelque chose d'autre, tout à fait différent, j'en ai à la fois l'horreur, la pudeur et la phobie. C'est une véritable phobie. C'est une chose, donc, c'est intime ce que je vous dis là quand même. Vous ne direz pas que je vous ai pas fait une confidence. C'est gentil, mais je crois qu'il n'y a jamais de dernière fois. Ah ben ça, c'est réconfortant. Je crois qu'il n'y a jamais, on le croit. Quelquefois, c'est le contraire. On joue à la dernière fois, et puis en réalité, on se retrouve le lendemain. Mais je crois que beaucoup de gens ont cette pudeur. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne disent pas que c'est la dernière fois. Et ils font semblant de donner un rendez-vous. Et puis après, ils ont disparu. Les grands acteurs qui partent. Les commerçants font souvent ça dans mon quartier. Un beau jour, ils ont disparu. Et on les a vus la veille. Ils se sont bien gardés de le dire. C'est peut-être pour des raisons, je ne sais pas. Mais il y a une pudeur. Je crois qu'on ne peut pas dire que l'humour soit dans l'inachevé. Je crois qu'il est dans l'achevé qui se croit inachevé, dans l'inachevé qui se croit achevé. Enfin, il est toujours entre les deux. Ça me donne mal à la tête, ça. Oui, mais enfin, je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois que c'est très présent dans une certaine musique française de notre temps. Et chez Debussy même, n'est-ce pas, les préludes, le vent dans la plaine, le vent chante une chanson éternelle qui n'a jamais commencé, qui a commencé avec l'origine des temps et qui ne se terminera jamais, qui expire peu à peu comme une lame de diapason qui continue à vibrer indéfiniment jusqu'à ce qu'elle expire. On ne sait pas quand elle... Péléas et Mélisande ne se termine pas. Il n'y a pas les... Surtout dans la pièce de Maeterlinck, dans la scène que Debussy n'a pas mise en musique, puisqu'elle commençait avec les servantes, ça commençait avec les servantes qu'on retrouve à la fin. Mais tout de même, il a terminé par la dernière phrase, pas par la dernière phrase de la pièce, c'est le tour de la pauvre petite. C'est pas ? C'est la dernière phrase qui tombe de la bouche d'Arkel, je crois, après la mort de Mélisande, c'est le tour de la pauvre petite. Et la musique s'éteint peu à peu, c'est pour ça, c'est ce qui me fait penser, je m'excuse de parler d'autre chose, que la mise en scène de Lavelli, si belle qu'elle soit, est un contresens perpétuel, n'est-ce pas ? Un contresens très très scénique, qui plaît beaucoup au public, qui se défend comme ça, mais c'est pas du tout l'esprit de Debussy, ni de l'humour, ni de la pudeur, ni de la litote, ni en général de la musique d'aujourd'hui, à mon avis, n'est-ce pas ? On termine pas Péléas et Mélisande comme on termine Aïda, tout de même, ou la Tosca, enfin, c'est pas un opéra italien, Péléas et Mélisande. Les opéras italiens, ils se terminent par l'apothéose, un soleil glorieux. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Mélisande, non, pas Mélisande, il en faut peu, elle est morte. Mais les autres, Arkel, etc., Gollot, s'en allaient vers le soleil couchant, dans une scène magnifique. On voit le soleil qui se couche sur la mer, probablement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je n'ai pas voulu. C'est très beau, c'est un magnifique tableau. C'est le contraire même de Debussy. C'est le contraire. Exactement le contraire. Debussy serait horrifié de voir ça, je vous le garantis. Alors tout ça, ça n'est plus... Mais moi, c'est un peu d'humour encore. Mais moi, il me semble, alors là, je vais dire une énormité. C'est que je crois, plus j'y réfléchis là avec vous, plus je trouve que la philosophie et la musique, précisément, sont le contraire de l'humour. J'osais à peine le dire, c'est-à-dire le contraire exactement.
L'humour, c'est du travail de mathématiques, c'est de la combine, c'est de la combinatoire. Et je crois que c'est l'originalité de pensée de Vladimir Jankélévitch, c'est de penser dans un sérieux absolu, d'être un vrai philosophe, un vrai musicien au sens profond, au sens pathétique, au sens affectif du terme, et d'être propulsé en permanence, d'être éjecté en permanence de ce sérieux profond, d'être attiré par autre chose. Attiré par autre chose, attiré par une béance qui serait la béance humoristique, c'est-à-dire un certain vide. Bon, l'humour, on peut pas le définir en 3 minutes, c'est compliqué, à mesure qu'on le définit, il fuit comme l'eau, mais on peut bien dire là où il n'est pas. Et moi, je crois qu'il n'est pas dans la musique. Il y a sérieux et sérieux en philosophie, je veux dire que, bon, le sérieux n'est pas une qualité, d'ailleurs, je n'entends pas du tout faire de valeur morale d'un côté comme de l'autre, mais bon, il y a des philosophies, il y a des qui sont sociologiques, qui sont, mais il y a des qui sont, comment dire, psychologiques, c'est-à-dire qu'elles ont un matériau à étudier, et avec ce matériau, tu peux faire quelque chose. Tu peux ne pas être sérieux. Tu peux faire une théorie imbécile, loufoque, sur la sociologie. Tu peux faire une théorie, tu peux faire des déductions absolument aberrantes en psychanalyse. Mais tu ne peux pas, en métaphysique, faire de déductions aberrantes. Le sérieux absolu, c'est le sérieux que tu ne peux pas renverser. Parce que la métaphysique est toujours humoristique, puisqu'elle ne s'appuie sur rien, c'est ça que vous voulez dire, peut-être? Non, je dis qu'elle est sérieuse parce que vous ne pouvez pas lui donner du non sérieux. Oui, ou bien au contraire, ou bien à contrario, moi je dirais volontiers que de toute façon la métaphysique est une galéjade, alors elle permet justement d'avoir des discours tout à fait logiques. Si vous, oui, mais enfin, je veux bien, alors c'est comme Dieu, c'est-à-dire dans le sens où on dit que si on le retourne, ça prend du sens aussi. Oui. Mais le sérieux absolu, c'est ça, au fond. Moi, il me semble que ce qui est attachant justement dans une pensée vivante, c'est qu'elle ne s'arrête pas au sérieux de sa propre rhétorique, de sa propre logique. Et qu'elle se rend compte qu'elle est en deçà du réel qu'elle prétend analyser ou dont elle prétend parler, et qu'elle laisse aussi bien le lecteur que l'auteur même de la pensée en suspens, en route. Absolument. En voie de découvrir peut-être, et peut-être aussi de ne rien trouver d'autre que ce qu'il a déjà dit. Et aussi de faire, comme nous l'avons dit, une pirouette, peut-être, oui. Comme les réflexions de Jankélévitch sur la mort. Débouche toujours sur la mort de l'autre. Je m'adresse alors aux deux philosophes que j'ai l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Est-ce qu'on peut dire que la pensée en elle-même est naturellement sérieuse parce qu'elle est compacte, n'est-ce pas? C'est ce que veut dire un peu aussi spoudaios en grec, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire sérieux, il n'y a pas de faille, mais l'humour serait dans l'arrière-pensée de l'ensemble du discours. Il me semble. La pensée tend vers la rigueur, n'est-ce pas? Absolument, c'est sa fonction. La rigueur n'est pas drôle. Exactement. C'est ce que je veux dire. C'est difficile de tenir un discours rigoureux, de ne pas se contredire. Voilà. Permission que l'humour a bon dos. On peut dire, si je me suis contredit, si j'ai le contraire à la fin de c'est que je fais de l'humour. Oui. Alors, c'est trop par facile. exemple, mais que de gens, quand ils ont dit une idiotie, disent c'était de l'humour. Il ne faut pas se dispenser de ça, n'est-ce pas? Donc, le souci d'être cohérent et de ne pas dire le contraire n'est pas lui-même et lui-même est sérieux. Souci philosophique, n'est-ce pas? Et si je suis pris en faute, flagrant délit de contradiction, personne ne dira que c'est de l'humour. On dira que c'est un mode d'honnêteté, un manque de rigueur. Oui, mais en même temps, vous pouvez passer maître dans l'art d'intégrer toutes les contradictions en pensant justement les possibles, c'est-à-dire en épousant, ne fût-ce qu'un instant, mais souvent un peu plus longtemps, la thèse de l'adversaire, et en l'épousant en vérité, sans être conduit à bafouiller ou à dire des choses contre votre propre désir. Simplement, vous avez la liberté, c'est ce jeu de la pensée. Alors, est-ce que c'est toujours de la pensée? Ça, on peut en parler, mais ce jeu de la pensée permet infiniment d'ailleurs, dangereusement, parce que l'action ne le permet pas de la même manière, mais permet d'épouser autrement même que de façon rhétorique, la pensée contraire. Et ça, c'est déjà de l'intégration hegelienne, n'est-ce pas? Non, pas forcément intégré, Vous-même, vous passez, c'est ça. Vous-même, souvent, vous épousez un temps, non pas pour l'intégrer, mais parce qu'elle fait partie aussi
du donner, et que au fond, comme on dit souvent beaucoup de penseurs d'ailleurs, il faut que je m'exerce à un instant à suspendre ma pensée naturelle, ma pensée initiale, et puis je m'apercevrai très vite que je suis accessible à l'autre. Et que ce temps-là n'est pas gratuit, parce que en effet ça aura un impact sur ma première pensée. Mais je pense qu'il y a de l'humour à partir du moment où ça relativise quand même le premier mouvement comme le second. Donc, pour arriver à une synthèse ultime, pas du tout. Mais ça vous met en... Oui, peut-être que je dirais plus de l'ironie. Enfin, je crois que la position ironique, c'est précisément de chevaucher ou de faire se succéder. Il ne dit pas ça dans ce sens. Oui, il ne dit pas que je fais semblant de parler du non, discours de l'autre à sa place pour montrer qu'il est ridicule. C'est l'ironie. Mais au contraire, de voir ce qu'il y a de vrai en lui. Voilà, que tu vas les deux. De comprendre le discours de l'adversaire et de voir de consentir à la vérité de l'adversaire. Il y a deux voix, que tu suis deux voix. Un des bienfaits de l'humour, si on peut parler de l'humour et de la vie, de ces rapports de l'humour avec la vie, ce qui est peut-être un des objets de notre réunion ici à nous cinq, n'est-ce pas, le rapport avec la vie, c'est que c'est une ouverture à la vérité adverse, d'essayer de la comprendre. Eh bien, chacun devrait le rechercher, et moi, habitué au discours discordant des étudiants, et les écoutant toujours, eh bien, je me suis beaucoup renouvelé, j'ai changé, j'ai vu que j'étais pas le seul enfermé dans une citadelle, et que j'avais beaucoup à apprendre d'eux. Mais est-ce que c'est encore de l'humour? Pas, là, oui, moi je crois que c'est un... Enfin, je ne sais pas. C'est l'humour, il y a quand même le paradoxe, il faut pas l'oublier. Oui, mais le paradoxe justement tient, enfin pas exclusivement, mais tient entre autres à cette possibilité d'avoir une proximité très très grande et réelle, pas fictive, à la différence de certaines ironies, une proximité tendre, affective parfois, avec la thèse qu'on n'épouse pas justement. D'avoir cette proximité et en même temps d'avoir ce rebondissement possible, cette distanciation nouvelle à un moment qui permet, tout en respectant la position de l'autre, d'avoir un éveil personnel en même temps qu'éventuellement... Mais je dirais que s'il y a une solution, ça n'est plus de l'humour. Non, pas une solution, simplement un passage par... Je ne parle pas de solution. Un sujet de dissertation que je vous propose. Humour et amour, en français, ça rime. Est-ce que c'est par hasard, ou est-ce qu'en effet il y a un certain rapport entre eux? Est-ce que l'humour prépare à l'amour, nous prédispose à lui, ne supplée pas, il remplace pas, il supplée pas. Humoriser, c'est pas aimer. Ça, je crois que ça ressemble à four aussi, ça ressemble, on peut donner beaucoup de... ça ressemble à balourd, je crois que ça n'a rien à voir, je crois que c'est autre chose, qu'est-ce que tu veux. Je crois, pour moi par exemple, le livre sur le club des suicidés de Stevenson, par exemple. Vous connaissez, c'est un club où vont tous ceux qui veulent mourir, quand ils n'ont pas le courage de se tuer. Et alors, on organise, comme nous sommes ici, et c'est l'un d'entre nous, par exemple, si nous sommes un club des suicidés, qui décide, qui dira, c'est moi qui te tuerai. À un moment demain où tu t'en rendras pas compte, ça te facilitera les choses. Ils sont tous là. La position est profondément humoristique, parce que chacun vit, il fuit son tueur et il le cherche. C'est un de ces génies de situation, comme aurait pu aussi en inventer que nous avec le vol d'Icare, c'est-à-dire le génie d'une situation où l'individu se trouve dans son club, dans un état absolument impossible, et c'est ce que j'appelle, et qui fait rire, parce que c'est la situation par excellence humoristique, où il se dit, il s'approche. Je vais le fuir, mais en même temps, je suis là pour qu'il me tue. Alors, je le fuis, j'avance, c'est-à-dire une position impossible. Ça, c'est une invention, c'est une narration, c'est un récit, c'est une fiction humoristique. Ça. Voilà comment je vois. Par exemple, celui qui porte des lunettes sans verre, et à qui on dit, pourquoi il n'y a pas de verre? Il répond, c'est moi, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Bon, voilà une réponse humoristique. Parce qu'en effet, c'est toujours ça, mais c'est en même temps rien du tout. C'est l'humour, c'est en même temps ce qui est ça et qui n'est pas ça. Enfin, il faut trouver... C'est difficile, la situation humoristique. C'est pour ça que les grands humoristes, par exemple, ont essayé de faire des combinations mathématiques. C'est que le hasard ne suffit pas, sinon on peut dire une imbécilité, personne ne peut rire. Il faut que la situation à l'intérieur de la conscience de la conscience soit embarrassée.
Ouais, il me semble, je le dis. On avait fait à la Bibliothèque nationale une exposition d'humour noir où il y avait, depuis le XVIe siècle, des tas d'images extraordinaires, effrayantes à voir. On appelait ça de l'humour noir. C'était effrayant. Je ne sais pas qui pouvait rire là-dessus, sauf certains dessins carrément caricaturaux. Oui. Alors là, ça devenait... Exagéré, Mais oui. si c'est tout à fait normal, si on vous présente un cœur sanguinolent, un pauvre malheureux sans jambes, je ne vois pas en quoi un cul de jatte est comique, moi. Ah mais je crois que l'humour noir, on n'a jamais dit que c'était comique. C'est un terme, je crois, qui vient de l'Angleterre, mais enfin qui a été relancé Oui, mais par les surréalistes. Mais c'était pas du tout. Finalement, c'était pas de l'humour. Oui, mais enfin, c'est un peu. On marchait plutôt avec le prétend fantastique, amuser avec les gens tout avec ça. ça, en tout cas. Je crois pas qu'ils s'amusaient avec l'humour noir. Et je vous remercie d'être venu au micro de rencontre en compagnie de Violette Morin, Jean-Joël Barbier et de Éric Binet. Je voudrais signaler d'ailleurs un livre d'Éric Binet qui vient de sortir, Le sel et le feu, aux éditions Le Centurion. Et puis peut-être, pour vous dire une deuxième fois au revoir, Vladimir Jankélévitch, je voudrais citer Brigitte Imbert-Vière dans le livre dont le titre est Écrit pour Vladimir Jankélévitch, un livre auquel ont participé vos amis, vos disciples, vos élèves. Il y a une phrase qui peut-être peut servir de conclusion à notre rencontre d'aujourd'hui. Voici ce qu'elle écrit. À l'ironie de la destinée, à la brève plénitude, Vladimir Jankélévitch répond par un sourire qui en dit long. Hommage de tendresse voilée et d'émerveillement retrouvé, l'humour est ce sourire où sans rivage l'espoir inexaucé et le désespoir refusé. Voici donc terminée cette rencontre avec Vladimir Jankélévitch.